Europe 1, il est 22h16, l'invité d'Europe Nuit avec Emmanuel Faux. Et Emmanuel, vous recevez Olivier Duhamel, spécialiste de droit constitutionnel. Olivier Duhamel, qui est aussi une grande voix d'Europe 1 et que nos auditeurs entendent régulièrement. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Alors on va commencer par faire un peu de pédagogie et d'information pratique, si je puis dire. Maintenant que les députés ont adopté ce projet de révision constitutionnelle, quel va être le parcours du texte? Eh bien, le texte va au Sénat parce qu'il faut qu'il soit adopté en termes identiques par les deux assemblées. Donc, il faut que le Sénat soit vote le même texte que celui qui vient d'être adopté à l'Assemblée nationale. Et à ce moment-là, la voie s'ouvre pour la suite, qui est le Congrès, qui est la réunion de l'Assemblée et du Sénat à Versailles. Soit le Sénat amende, et vous savez qu'au Sénat, maintenant, il y a une majorité de droite. Donc Hum. le Sénat n'est pas forcément disposé à avaler purement et simplement. Puis le Sénat, il aime bien mettre son grain de sel, par ailleurs. Et si le Sénat modifie le texte, il revient vers l'Assemblée, et l'Assemblée doit décider est-ce qu'elle adopte le texte tel qu'il a été modifié par le Sénat ou pas. Et tant que c'est pas adopté en termes identiques, dit la Constitution, c'est-à-dire le même texte voté à l'Assemblée et au Sénat, La navette continue. la navette continue ou alors on la laisse s'éteindre. Vous savez, Hum. en 1973, Pompidou avait voulu instaurer le quinquennat. Ça a été voté finalement par l'Assemblée et par le Sénat. Comme il pensait pas avoir les 3/5, ça s'est éteint. Il a fallu attendre 2002 pour que cette réforme se fasse. Mais là, apparemment, les sénateurs ont quand même envie de mettre, comme vous dites, leur grain de sel dans ce texte et de Oui, modifier oui. telle ou telle disposition de la révision constitutionnelle. Oui, la vraie question, c'est de savoir. Au Sénat, il y a une partie de la gauche, socialiste en tout cas, qui veut soutenir le texte tel qu'il a été adopté à l'Assemblée. Il y a probablement moins de frondeurs chez les socialistes au Sénat qu'à l'Assemblée. Le président du groupe est très partisan du texte. Et puis au sein de la droite et du centre, ils sont divisés. Il y a une partie qui trouve que ça va bien, puisque Nicolas Sarkozy, François Hollande et leur soutien se sont retrouvés à l'Assemblée. Et puis ça suffit aussi. Il y en a qui se disent, ça veut dire, ça dure depuis des semaines, cette histoire et ce débat. Il y a un moment où il faut que ça s'arrête. Arrêtons-nous sur ce point parce que justement, effectivement, on a remarqué que Nicolas Sarkozy se satisfaisait de la version actuelle, de la mouture discutée et votée à l'Assemblée. Il a pris une posture d'ancien chef de l'État en se déclarant favorable à la réforme telle qu'elle. Est-ce que ça ne conforte pas l'hypothèse que l'on fait qu'il y a une sorte de pacte secret entre l'ancien président et l'actuel, qui a accepté de durcir le texte sur la déchéance en y mettant notamment les délits dans l'article 2, en échange d'un soutien des sarkozystes donc dans cette étape parlementaire? On n'a pas besoin d'aller jusqu'à l'hypothèse d'un pacte secret. Il y a un pacte tout court, tout à fait visible. Qu'est-ce qui se passe après les attentats du 13 novembre? Le dimanche, hein, vendredi, dans la nuit de vendredi, les attentats terrifiants qu'on sait. Hum. Le dimanche, François Hollande, qui vient de mettre en œuvre l'état d'urgence, reçoit les principaux dirigeants des partis politiques, donc Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, parmi les choses qu'il lui suggère, dit qu'il faudrait étendre la déchéance de nationalité, parce qu'aujourd'hui, elle n'est pas assez largement admise. Et qu'est-ce que fait ensuite le 16 François Hollande au Congrès? Il annonce cette extension. Donc c'est ouvert, c'est assez simple. Pour que le texte soit adopté, il faut une majorité des 3/5. Ouais. Il n'y a pas de majorité des 3/5 à gauche. Il n'y a pas de majorité au Sénat et il faut que le texte soit adopté dans les mêmes termes. Donc il faut qu'une partie de la droite vote pour. Pour qu'une partie de la droite vote pour, Hollande au début s'est dit, bah voilà, je vais prendre une mesure voulue par la droite va voter pour. Et puis après tout a dégénéré parce qu'ils ont géré ça n'importe comment, fait des allers-retours, changé le texte. Enfin, on ne va pas réécrire toute l'histoire parce qu'il nous en faudrait une demi-heure, mais c'est une sorte de modèle de raté dans l'art politique. Alors ce soir, Olivier, la réforme constitutionnelle a donc été adoptée par 317 voix contre 199. En gros, ça fait un rapport de force 60-40. Et 51 abstentions, mais vous avez raison, les Et abstentions, 51 ça compte pas abstentions. parce qu'en vérité, on raisonne On sur les prend les, suffrages on prend les exprimés. exprimés. Tout à fait. Est-ce que ça dégage la voie pour le congrès de Versailles et donc les fameux 3/5 nécessaires pour l'adoption définitive, comme vous le disiez? Je vais vous répondre que ça ne la bloque pas. Ça l'aurait bloqué si le résultat avait été beaucoup plus serré, comme d'aucuns avaient cru pouvoir l'annoncer. Ça la dégage, c'est aller vite en besogne. Hein. Encore une fois, au risque de me répéter, mais très brièvement, du coup, il faut quand même Voyons que ce qui se passe au Sénat. voilà, il faut que l'Assemblée et le Sénat s'accordent sur un texte. S'ils ne s'accordent pas sur un texte, la voie du Congrès, elle sera bloquée de toute manière. S'ils s'accordent, est-ce qu'il y aura les 3/5? Je vous rappelle que la très importante révision constitutionnelle adoptée en 2008, il s'en est fallu 2 voix au Congrès. Il s'en est fallu 2 voix. S'il n'y avait pas eu Jack Lang et Michel Charasse, le texte passait pas. Donc c'est très difficile d'évaluer à l'avance ce qui va se passer au Congrès. Et comment expliquer la confiance qu'affiche Manuel Valls ce soir en disant les 3/5 y sont, je suis sûr que le congrès de Versailles adoptera? Il est catalan. Je veux dire, c'est son tempérament. C'est du wishful thinking.
C'est de l'argument performatif. Vous avez beaucoup de façons d'expliquer ça. Et vous avez la formule qui était la dernière, d'ailleurs, dans son éditorial de Léon Blum en 1950, je le crois parce que je l'espère. Sur la question de la binationalité, reconnaissons qu'il va y avoir quand même une ambiguïté qui demeure jusqu'au bout. C'est qu'on ne parle pas des binationaux dans l'amendement constitutionnel et on s'en remet à une loi future ou à la ratification d'une convention internationale qui empêchera la fabrication d'apatrides et donc de déchoir des nationaux. Ou qu'il Français. l'acceptera, on ne sait pas. Ça, c'est dans le flou. Et si vous voulez, ce qui est quand même très, très frappant, il y a quand même deux choses frappantes dans cette histoire. C'est que là, on peut discuter à l'infini. Mais d'une part, vous avez un hiatus assez profond entre beaucoup de responsables politiques et l'ensemble des Français, qui sont très largement favorables à cette révision, et surtout qui ne comprennent pas qu'on y passe autant de temps. Parce que pour eux, c'est pas très important. Il faut le faire, ça va de soi, mais c'est pas très important. Surtout quand les dirigeants disent efficacité toute relative dans la lutte contre le terrorisme. Et puis, comme l'a dit, moi je pense, d'ailleurs on s'était dit ensemble, qu'il l'a exprimé ce matin sur nos antennes d'Annie Cohn-Bendit, c'est pas parce que vous avez 80% des Français qui sont derrière vous, quand vous heurtez profondément les 20% qui restent, de bonne foi, il y en a qui sont de mauvaise foi, il y en a c'est juste pour emmerder Hollande, mais vous en avez d'autres de bonne foi qui disent non, c'est insupportable, non, je ne peux pas accepter ça. À ce moment-là, moi je trouve qu'il serait plus raisonnable d'arrêter et de se dire voilà, je ne veux pas heurter des gens, même si c'est une minorité, j'arrête. Mais manifestement, François Hollande et Manuel Valls ont fait le choix inverse en se disant soit on y arrive et on dira bah quand même, ils sont allés au bout de leur histoire, ils y sont arrivés. Soit on n'y arrive pas et on dira c'est la faute à la droite. On aura essayé quand même. Voilà, on aura essayé quand même, ce ne sera pas de notre faute. Et on pointera les responsables. Dernière hypothèse, Olivier Duhamel, en cas d'enlisement, difficulté du texte dans cette navette Assemblée-Sénat qu'on vient de décrire, est-ce qu'on peut imaginer un recours au référendum que François Hollande s'adresse directement aux Français? Le texte, il suit la procédure normale de révision de l'article 89. Il faut qu'il soit adopté par les deux assemblées en termes identiques pour progresser. Une fois qu'il le serait, c'est là que le choix est possible. C'est là que le président de la République choisit entre référendum et congrès. Jusqu'à présent, il a toujours dit congrès, mais il pourrait dire écoutez, bah, finalement, j'ai changé d'avis. Comme il y a une majorité dans les deux assemblées, mais que je risque de ne pas avoir les 3/5 et que le peuple se prononce. Mais avant d'aller au congrès. S'il va au congrès et qu'il rate au congrès, il ne peut pas dire après le congrès ah bon, bah, j'ai raté le congrès, je vais faire le référendum. Il faudrait tout recommencer.